Bienvenue dans votre magazine d'Info Soir. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, voici le principal titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé au Palais de la Nation la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité si vous nous rejoignez encore une fois de plus. Je l'ai dit, la Commission électorale nationale indépendante a-t-elle commis des erreurs lors du calcul de seuil? Quelques regroupements de l'Union sacrée mettent en cause le travail abattu par la CENI. Voilà ce qui va constituer les indispensables de ce soir avec Divin Tissoaka. Les faits, rien que le fait, le détail, rien que le détail, voici les indispensables. Voilà, Divin Tissoaka, bonsoir. Bonsoir, Neville. Merci beaucoup, bienvenue. Bien, merci. Alors, je l'ai dit, on va parler avec vous sur ce problème de seuil qui continue le processus électoral. Il y a encore des partis politiques qui mettent en cause le travail de la CENI, et il semble que cette fois-ci, ce sont les partis politiques et quelques regroupements de l'Union sacrée de la Nation, plateforme qui a soutenu le président de la République. Quels sont alors ces regroupements, Divin? Oui, Neville Kabongo, effectivement, cette problématique autour du calcul des seuils, d'abord des recevabilités et ensuite des représentativités pose problème, surtout sa compréhension. Il n'est pas question seulement de la population congolaise, et il y a aussi les scientifiques congolais qui ont un peu du mal à comprendre également l'applicabilité du seuil des recevabilités et de représentativité. Déjà, ce que nous devons comprendre, il y a plusieurs partis politiques, plusieurs regroupements politiques. D'ailleurs, la toute récente, il y a cet rassemblement de regroupements et partis politiques qui sont dans l'Union sacrée. C'est cette plateforme du chef de l'État qui réclame eux aussi que Denis Kadima aurait tripoté les chiffres au niveau de la publication des élections de la législative nationale. Et parmi ceux qui se retrouvent dans ces regroupements, on retrouve également Sylvain Mutombo, qui vous voyez à l'image, Vidier Timanga également, il est avec son regroupement politique, et ils se sont réunis autour de Claude Ibaraki, qui est l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, et également autorité morale du regroupement Réveil Populaire, REPOP, et on a également retrouvé les RDT de Sylvain Mutombo. Tous ces regroupements politiques n'ont pas réussi à atteindre les seuils de représentativité. Okay. Bien que déjà en amont, ils ont atteint les seuils de recevabilité, mais n'ont pas atteint les seuils de représentativité. Vous allez nous expliquer un peu tout à l'heure. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer en large c'est quoi le seuil de recevabilité, de représentativité. Alors, mais j'aimerais savoir, ils exigent quoi à la CENI? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, d'après ces cadres
de la politique congolaise, ils réclament tout simplement qu'ils soient réhabilités dans leurs droits. C'est quoi leurs droits? Là aussi, il faut se poser la question. D'après eux, les regroupements, les partis politiques ont atteint le seuil d'abord de représenter de recevabilité, ensuite de représentativité. On va se souvenir que d'abord, avant que vous soyez aligné dans la liste des candidats susceptibles d'être proclamés par la CENI, il faut d'abord que votre regroupement politique ou le parti politique qui vous a aligné puisse atteindre les seuils. Ce qui a fait que vous pouvez atteindre 7000 voix ou 10 000 voix. Si vous n'avez pas atteint les seuils, du coup, vous tombez. Et rapidement, pour éclaircir sur ces deux concepts du seuil de recevabilité, d'ailleurs, le seuil de recevabilité a été appliqué déjà en amont avant que votre parti politique ou votre liste du regroupement soit acceptée par la CENI. Le parti devait atteindre le seuil de recevabilité était chiffré à 60%. Donc, au niveau de la législative nationale, nous avons 500 sièges. Donc, si vous alignez déjà 60%, ça nous donne 300 candidats. Si vous alignez 300 candidats, donc vous avez atteint le seuil de recevabilité. Du coup, la CENI va recevoir les listes de vos candidats pour les élections de la députation nationale. Maintenant, quittez cette étape, parce qu'il faut signaler qu'il y a également des partis qui n'ont pas atteint les seuils de recevabilité. Donc, ces partis politiques n'ont pas pu aligner les candidats aux élections de 2023. Maintenant, parlons du seuil de la représentativité. C'est là où les bas blessent. Parce qu'il y a eu plusieurs partis politiques, plusieurs regroupements politiques. Nous sommes allés au-delà même de plus de 23 000 candidats pour 500 sièges seulement. Donc, déjà, ce qui concerne le seuil de recevabilité, vous venez tout à l'heure de l'expliquer, oui. Le seuil de recevabilité, d'abord, est déterminé par rapport au suffrage exprimé. Donc, comme parti politique, vous devez atteindre les 1% des suffrages exprimés par la population. Déjà, ce que nous devons concerner. Là, ce sont les dires d'un cadre, d'un responsable de la CENI qui dit ceci. Le seuil de recevabilité est de 60%, ça je l'ai dit. Il reste uniforme pour tous les scrutins législatif. Il y en a été appliqué au moment du dépôt, comme je l'ai dit, et du traitement des candidats, des candidatures pour qu'une liste soit acceptée. À ces stades-là, elle devait avoir 60% au niveau national, soit un alignement au moins de 300 candidats qui nous donnent 60% des candidats pour les 500 sièges de l'Assemblée nationale. Maintenant, on va parler cette fois-là du seuil des représentativités. Comme je l'ai dit, le seuil des représentativités, il faut d'abord que les suffrages exprimés, on va d'abord évaluer les suffrages exprimés et ensuite, après avoir évalué les suffrages exprimés, on va voir si votre parti politique a atteint le 1% de suffrages exprimés. Là, c'est pour les élections législatives nationales. Donc, vous devez attendre les 1. Si votre parti n'a pas atteint les 1%, si vous avez, par exemple, 7000 voix et qu'il y a eu 70 millions de votants, du coup, vous n'avez pas atteint les seuils. Votre liste de partis politiques sera écartée par la CENI. Ceux qui ont atteint les seuils, c'est à eux qu'on va parler. Ben là, on dit ceci. Le centre, comment est-ce que ça se passe après vote? Après vote, qu'est-ce que la CENI fait? Les centres locaux de compilation des résultats envoient les agrégats, c'est-à-dire les résultats qu'ils ont pu récolter au secrétariat exécutif national de la CENI. Celui-ci détermine le seuil légal des représentativités qui varie selon les scrutins. Donc, le seuil qui est appliqué, par exemple, dans la circonscription électorale de la Tchango, par exemple, ne sera pas la même qui sera appliquée, par exemple, dans la circonscription électorale de Bagata dans le Kwilu. Par exemple, on va continuer, ça c'est pour il est de 1% pour les législatives nationales. Là, nous sommes au niveau des législatives nationales, il est de 1%, comme je l'ai dit, mais pour au niveau provincial.
pour la législative provinciale, il est de 3%. Pas de 3%, mais pour les élections municipales, on parle du seuil de 10%. Il faut atteindre les 10% du suffrage exprimé par la population congolaise. Maintenant, on a vu la plus grande actualité reste cet rassemblement des cadres de l'Union sacrée et également de collaborateurs, de proches collaborateurs du chef de l'État. Ils disent soutenir la vision du chef de l'État, mais on se demande, quand on voit Claude Ibalanki, ambassadeur itinérant du chef de l'État, Vidier Chimanga, également, qui fut collaborateur du chef de l'État, mais qui reste toujours collaborateur. On connaît également son passé, son passé récent. Ouais. Ils sont nombreux qui se sont réunis, mais ils disent soutenir la vision du chef de l'État. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, Divin. Allez-y. Il y a cette fois-ci un peu trop de groupuscules au sein de l'Union sacrée. Ça, on sent qu'il y a déjà, bien avant, des gens qui s'étaient déjà réunis pour qu'après les élections, qu'ils fassent bloc. On l'a vu avec PCR de Vital Kamere. Là, on voit encore un autre bloc des gens qui sont mécontents, par exemple, du résultat du scrutin. Il y a encore ceux qui sont derrière le Premier ministre. Est-ce qu'on peut dire que nous tendons vers l'éclatement de l'Union sacrée? Vous savez, c'est comme nous sommes dans un match de football, quand les décisions de l'arbitre sont contestées par les deux parties, c'est que l'arbitre fait bien son travail. C'est ce qui est le cas pour la CENI. Parce que vous verrez, non seulement ce sont les candidats de l'opposition qui réclament avoir gagné les élections ça et là, mais il y a également ceux de l'opposition qui se sentent frustrés quand même par rapport aux résultats. Est-ce que cette façon de faire ne mettrait pas en cause le travail de la CENI? Effectivement, pour eux, par exemple, pour Claude Ibalanki et les autres, c'est une manière de faire pression au chef de l'État parce que la démarche légale serait d'aller à la Cour constitutionnelle dans le cadre des contentieux électoraux. Il fallait aller à la Cour constitutionnelle, mais ces gens n'ont pas préféré aller à la justice, n'ont pas préféré de prendre la voie légale, mais ils ont préféré la rue parce qu'ils ont annoncé des marches sur le terrain. On se demande si seulement ils vont marcher avec l'opposition parce que l'opposition aussi a également projette des marches sur le terrain et également projette de marcher pour la même cause. C'est comme si on sent qu'ils veulent appuyer. Est-ce que les ambitions personnelles vont au-delà de l'intérêt du regroupement ou de la population? C'est ça l'impression qu'on a des politiques. Effectivement, parce que si Claude Ibalanki était élu député national de la circonscription de Kikwiti, je ne pense pas qu'il sera ici avec les autres pour réclamer la victoire, pour réclamer que leur parti politique ou regroupement politique a atteint les seuils. C'est une manière pour eux de faire la pression au chef de l'État, c'est une manière pour eux de faire la pression à la CENI, mais c'est aussi une manière pour eux de jeter discrédit autour de l'organisation des élections et également autour du régime Tshisekedi. Alors, Divin, un mot par exemple par rapport aux contentieux qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle. Je pense que ça sera très dur pour les juges de pouvoir, je dirais, réglementer ou trouver des solutions avec toutes ces personnes qui, à mon humble avis, je pense que chacun réclame avoir des PV, mais qui détient des vrais PV, on ne sait toujours pas. Divin, on sent qu'il y aura vraiment du travail au niveau de la Cour constitutionnelle. En tout cas, la Cour constitutionnelle a vraiment du travail. En tout cas, dans 2 mois, je ne pense pas que la Cour constitutionnelle sera en mesure de traiter. Déjà, on parle de plus de 13 000 requêtes au niveau de la CENI. 13 000, imaginez 13 000 requêtes à traiter parce qu'on a eu près de 23 000 candidats pour 500 sièges seulement. C'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de frustrés, qu'il y ait beaucoup de candidats qui ne sont pas élus. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle se retrouve avec 13 000 requêtes à étudier en déjà 2 mois parce que la Cour constitutionnelle dispose que de 2 mois pour statuer sur toutes les requêtes. On risque de voir certains députés qui ont déjà siégé hier, le lundi, n'est pas continu avec... Oui, tout est possible, tout est possible. Qu'en session de mars, il y a des candidats qui seront débarqués de l'Assemblée nationale. Ça, c'est tout à fait normal. C'est ce qui a été même le cas en 2018. On a vu
quelques candidats qui se sont présentés à la CENI. C'est également le cas des candidats parmi les candidats qui ont vu leur suffrage être annulé par la CENI pour fraude électorale, mais il y a un seul candidat qui avait saisi la CENI au lieu du Conseil d'État, mais ce candidat a été réhabilité dans ses droits. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter, Divin, par rapport à ces sujets pour ce soir? Bon, l'actualité est tellement abondante, mais nous entrons dans une zone de turbulence parce qu'au-delà de toutes ces pressions, même au sein de l'Union sacrée, dans l'opposition congolaise, il y a le chef de l'État qui va devoir nommer un informateur, ensuite on aura un informateur du gouvernement, ensuite on aura le gouvernement en question et les premiers ministres. Toute cette pression repose sur la tête du chef de l'État. Moi, je pense que les proches collaborateurs du chef de l'État, quand on est ambassadeur itinérant du chef de l'État, vous représentez la personne, vous devez faire preuve de maturité parce que la députation nationale, bien l'Assemblée nationale ne suffit pas. Vous avez de l'avenir politique et le chef de l'État est toujours là. Pourquoi pas avoir un Claude Ibala qui demain ministre au lieu de nous donner tous ces théâtres. D'accord, merci beaucoup Christian. Merci beaucoup Divin, pardon, pour toutes tes précisions. J'allais parler de Christian. Merci à vous. Merci beaucoup. On espère suivre ces dossiers avec vous, de près avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Neville Kabo. On va poursuivre cette édition. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Cet événement a été marqué par 2 discours prononcés tour à tour selon les usages protocolaires par le doyen du corps diplomatique. Ensuite, le président de la République Félix Tshisekedi. Leslie Mavata. C'est mardi au Palais de la Nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Cet événement était marqué par 2 discours prononcés tour à tour selon les usages protocolaires par les doyens du corps diplomatique en République démocratique du Congo et les présidents de la République. Les corps diplomatiques souhaitent accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place des institutions qui feront l'issue des élections générales du 20 décembre 2023. Pour sa part, le chef de l'État a remercié le corps diplomatique pour son soutien indéfectible et a rassuré que la République démocratique du Congo demeurera un espace de coopération ouvert à tout partenariat gagnant-gagnant dans le strict respect de loi nationale et conforme à son nouveau projet de société. Parlant de la crise sécuritaire de l'Est, face au corps diplomatique, le président Félix Tshisekedi a rappelé la position du pays sur l'agression dont il est victime dans l'Est de la République démocratique du Congo et réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo. Rappelons, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec l'agresseur tant qu'il occupera, quelle que soit l'étendue, une portion du territoire de la République. A poursuivi le chef de l'État, rassurant que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à la poursuite de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Le président Félix Tshisekedi a par ailleurs lancé un appel pressant aux instances onusiennes, à l'Union africaine et aucune organisation régionale pour que soient initiées des sanctions ciblées à l'encontre des responsables rwandais et du M23 qui violent la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a enfin salué les déploiements dans la province du Nord Kivu de la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe venue en appui au FARDC dans la coopération menée dans la coalition RDF M23. La cérémonie s'est clôturée par une séance de salutations entre le président de la République et les différents diplomates. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba a procédé mardi dernier à l'inauguration de nouveaux bâtiments de l'EP5 Lufungula, situé dans la commune de Lingala. Je vous propose de suivre le ministre Tony Mwaba au micro de Leslie Mavata. Nous venons d'inaugurer cette école primaire au camp Lufungula.
après celle du camp force navale. Le président de la République avait instruit que nous puissions réhabiliter toutes les écoles qui se trouvent dans les camps militaires et des policiers et en construire pour des camps qui en manquaient ou qui en manquent jusqu'ici. Cette cérémonie s'inscrit également dans le cadre de la consolidation des acquis du premier mandat du président de la République. Parmi les acquis, vous avez dans notre sous-secteur de l'EPST la gratuité de l'enseignement. Dans le cadre de faire face à ces effets induits, il faut construire de nouvelles infrastructures scolaires pour régler les problèmes de surpeuplement des classes. Vous l'avez dit, il y a quelques mois nous étions ici, il n'y avait pas d'école ici. S'il faut parler d'école, selon les normes, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait ni arrêté qui créait ou qui autorisait son fonctionnement, encore moins des enseignants qui étaient pris en charge. Aujourd'hui, chose faite, nous rendons hommage au chef de l'État que cette école vient d'être réhabilitée. Elle a été finalement créée, mécanisée et payée. Aujourd'hui, les enfants des policiers du camp de Fungula peuvent étudier dans de meilleures conditions et cette école s'inscrit désormais sur la liste des écoles de référence de la ville de Kinshasa, bien que se trouvant au camp militaire. Cette école, y compris celle du camp force navale et d'autres que nous allons inaugurer toujours cette semaine et la semaine qui va suivre, a été réhabilitée avec les moyens propres du ministère de l'EPST. Quand je dis moyens propres, c'est les frais de fonctionnement que nous accordons à une de nos directions, appelée Direction des infrastructures scolaires, qui a la mission d'entretenir, de construire et de réhabiliter des infrastructures scolaires. C'est cette direction qui a réalisé cette œuvre à moindre coût. On n'a pas fait un appel d'offres ni public ni restreint. Et je vous assure qu'avec peu de frais, on a réussi à réaliser cette œuvre. Il y a quelques mois, lorsqu'on est passé ici, il n'y avait rien. Mais ces enfants baignaient dans la boue ici, avec les enseignants qui n'étaient pas payés. Et il n'y avait pas eu débat. Et maintenant qu'on vient de réhabiliter, avec des bâtiments pimpants neufs, des latrines propres aux élèves, des latrines propres aux enseignants, vous avez un bureau administratif pour les enseignants et on engage un débat. C'est de la mauvaise foi. Et puis autre chose, le vice-ministre de la Santé, Dr Olen Serge Emmanuel, a participé d'abord mardi dernier à la cérémonie de réception de la 22e mission médicale. Ensuite, il a procédé à la remise de diplômes d'honneur aux membres de la 21e mission médicale chinoise, enfin des missions en République démocratique du Congo. La résidence de l'ambassadeur de la Chine en RDC était le cadre choisi. Leslie Mavada. Le vice-ministre de la Santé, Dr Olen Serge Emmanuel, a participé ces jours à la cérémonie de réception de la 22e mission médicale et de la mise des diplômes d'honneur aux membres de la 21e mission médicale chinoise en République démocratique du Congo. Enfin, des missions organisées à la résidence de l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Dans son discours, le vice-ministre a rappelé que la République démocratique du Congo bénéficie de l'appui des différentes missions médicales chinoises, notamment à l'hôpital sino-congolais de Lubumbashi, conformément au protocole d'accord signé en date du 20 janvier 2020 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République populaire de Chine dans le cadre de la coopération médicale. Dr Olen Serge Emmanuel a également relevé que cette coopération entre deux pays s'est traduite, entre autres, par de nombreuses missions médicales chinoises en République démocratique du Congo et aussi par la présence régulière du gouvernement chinois aux côtés de celui de la RDC pendant des situations de crise sanitaire, essentiellement l'épidémie et autres urgences de santé publique, avec des appuis considérables pour soutenir les différentes ripostes, avant de souligner que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la continuité de notre coopération dans le domaine de la santé, mais avec une mention spéciale car elle intervient avec un moment critique où
le gouvernement conduit de mettre par Monsieur le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, s'emploie à matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture santé universelle. Par ailleurs, les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Olen Serge Emmanuel, a rassuré que la République démocratique du Congo est déterminée à respecter les engagements pris dans le cadre de cet accord et celui de jumelage entre l'hôpital thoracique d'Ebei et l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ndjili, signé le 24 août 2023 à Hebei en Chine. Dr Olen Serge Emmanuel a remis des certificats honorifiques aux membres de 21e mission médicale chinoise. Poursuivons ce magazine avec cette nouvelle en bref. Sachez que déterminés à défendre leur entité victime des attaques des terroristes du M23 RDF, 786 jeunes volontaires, dont 26 filles des territoires de Rutshuru et Massissi dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, se sont enrôlés dans l'armée congolaise. Fuyant les recrutements forcés par les terroristes du M23 assujettis du Rwanda dans la localité sous leur contrôle. Ces jeunes gens, dont l'âge varie de 20 à 35 ans, ont pris l'engagement de se faire recruter officiellement dans les forces armées de la RDC, a indiqué le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord Kivu. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central, précisément dans la cité des Kimpese, où des violences sont observées. De heurts ont eu lieu entre la police et la population. Suivez. Plus de 24 heures, la cité de Kimpese a été paralysée. La nationale numéro 1 a été coupée par des manifestants. La population de cette contrée revendique 3 points majeurs, à savoir l'insécurité criante de la cité caractérisée par le vol à main armée perpétré par des bandits en complicité avec les éléments de la police. L'affectation des éléments de la police qui ont fait plus de 20 ans sans être relayés, la coupure du courant électrique de la SNEL à chaque moment que ces présumés malfaiteurs opéraient, la desserte en eau potable de la régie des eaux et les amendes taxées par le juge et magistrat très exorbitants en monnaie étrangère, le dollar. Cette situation a perduré plus de 10 ans. Et je suis très ravi parce que juste hier, après plusieurs tractations, nous avons quand même pu résoudre et répondre à leurs préoccupations, de faire partie de tous ces policiers. Présentement, ils sont à Matadi et nous avons remplacé d'autres policiers à Kimpese. Et deuxièmement, nous sommes en train de tenir une réunion avec la société civile pour aborder d'autres aspects de leurs revendications. Deuxièmement, j'annonce déjà des côtés des autorités portuaires administratives, il y aura des sanctions. L'élément déclencheur de cette marche qui a coûté la vie à des civils, 3 policiers, plusieurs blessés graves et légers, des dégâts matériels ont été aussi enregistrés, notamment quelques véhicules calcinés. La population, avec l'entremise de la société civile, avait informé les autorités concernées pour cette marche, mais elles avaient annulé la marche en moins de 24 heures. Le problème majeur est ça, il n'y a pas confiance entre la police et la population. Quand il y a la police, les criminels bazali. Pendant 2 jours, aucune activité n'a été organisée à Kimpese. Pas de marché, la RN est coupée par la population, les véhicules stationnés à 10 km de bout en bout de Kimpese. L'arrivée du ministre provincial de l'Intérieur à Kimpese avait décanté la situation. En premier lieu, l'évacuation de tous les policiers de la cité de Kimpese selon la demande de la population. Sachez que cette situation dans la province du Congo central préoccupe au plus haut point les institutions de la République. Ces paroles sont du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela. Suivez. La situation qui prévaut dans la cité de Kimpese, dans les territoires de Songololo au Congo central, préoccupe au plus haut point les institutions de la République. C'est ainsi que une mission est diligentée, mission conduite par le ministère de l'Intérieur, mission conjointe intérieure, justice et droits humains, afin de faire toute la lumière sur la situation et établir les responsabilités qui s'imposent. En attendant, nous demandons à la population des territoires de Songololo et des environs
de vaquer à leurs occupations, d'être calmes, de faire confiance aux institutions de la République parce que le gouvernement prend la mesure de la préoccupation de la situation et une réponse idoine sera réservée. Nous demandons à la population, à toutes les forces vives du territoire de Songololo, de mettre à profit la présence de cette commission pour dire tout ce qui fâche, pour exprimer toutes leurs préoccupations en toute liberté et en toute responsabilité. Personne ne sera arrêté pour avoir librement exprimé ses opinions. Et le gouvernement et toutes les institutions de la République réserveront la réponse qu'il faut pour que la paix revienne. La sécurité surtout, nous n'oublions pas en tant que ministre des droits humains qu'après le droit à la vie, le droit à la sécurité est l'un des autres droits fondamentaux qui sont reconnus à la vie humaine. La situation est d'autant plus préoccupante que cela empêche le libre mouvement des personnes et des biens. Voyez comment les gens sont bloqués de part et d'autre de Kimpese alors que la vie continue. Il y a des malades qui doivent se faire soigner et à Limé et à Kinshasa et cela est très préoccupant. Nous risquons d'assister à d'autres calamités si nous ne trouvons pas de solutions. Donc un appel est lancé à l'égard de la population, à toutes les organisations, au calme et à faire confiance aux institutions de la République. Le chef de l'État venait d'être élu et il fait de la sécurité des personnes et des biens sa plus grande préoccupation. Nous vous remercions. On va finir avec du sport. On va parler précisément de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Sachez que les affiches complètes de quart des finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sont d'ores et déjà connues. Voici le tableau de quart des finales. Le Nigeria et l'Angola vont ouvrir le bal le vendredi 2 février, suivi de la confrontation à 21h entre la Guinée et la République démocratique du Congo. Le samedi 3 février, le Cap-Vert croisera les fers avec l'Afrique du Sud. Ce match sera suivi par un derby ouest-africain. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, affrontera le Mali. C'est par ici que s'achève cette édition. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du principal titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé au Palais de la Nation la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Dédions cette édition à l'un de nôtres, Pierrot Ebende Obiang, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.